Qu'ont en commun Coca-Cola, Amazon et JP Morgan ces derniers temps? Eh bien, ils sont en train de déplacer une bonne partie de leurs activités, mais pas n'importe où. Direction le Canada. Et tout ça se fait dans un silence presque total. Mais pourquoi ce virage discret? Est-ce uniquement une question d'impôt? Ou y aurait-il une manœuvre bien plus vaste, qui se joue loin des projecteurs? Les médias gardent le silence, mais ces décisions parlent d'elles-mêmes. Entre incitation financière massive et climat politique incertain aux États-Unis, ce qu'il se trame est bien plus profond qu'on ne le pense. Alors accrochez-vous, car ce qu'on va dévoiler risque de tout remettre en question. On commence tout de suite. Numéro 10, Coca-Cola. Coca-Cola serait-il en train de tourner le dos à ses origines? Ou joue-t-il simplement une partie d'échec économique à long terme? La marque iconique, symbole américain par excellence, mène en ce moment des opérations très discrètes au nord de la frontière. Pas de campagne de communication, pas d'effervescence médiatique. Juste des signes concrets. Un nouveau centre de service commun à Toronto, des accords sur l'aluminium signés tranquillement au Québec, mais dans l'ombre. Pourquoi tout ce secret? Depuis que les tarifs douaniers américains ont fait flamber le prix de l'aluminium, les coûts de production de Coca-Cola ont explosé. Mais est-ce vraiment uniquement une histoire de canettes moins chères? Ou bien est-ce que le géant des sodas cherche à se protéger contre une instabilité grandissante aux États-Unis? Peut-être même à anticiper des réglementations plus strictes à venir? Et là où ça devient troublant, c'est qu'on voit apparaître de plus en plus d'étiquettes fabriquées au Canada, pendant que des postes disparaissent dans les usines américaines. Est-ce que Coca-Cola, ce monument du Made in USA, est en train de réécrire sa propre identité? Et si la marque s'éloigne ainsi des États-Unis, qui sera le prochain à suivre le mouvement? Numéro 9, Nike. Quand est-ce que Nike, ce symbole du sport américain, a commencé à faire ses valises pour le Canada? Pas de communiqué, aucune publicité. Juste un investissement de 130 millions de dollars dans un énorme centre de distribution à Montréal. Et toujours, un silence total. Mais ce centre logistique, ce n'est pas juste pour livrer plus vite. Il s'agit en réalité d'un repli stratégique. Les coûts d'expédition depuis les États-Unis montent en flèche, les droits de douane sur les vêtements créent des goulets d'étranglement. Nike, fidèle à son mantra juste do it, a préféré anticiper, réduire les délais de livraison pour le marché canadien de 30%, optimiser la main-d'œuvre locale et surtout, contourner les tensions commerciales de plus en plus présentes au sud de la frontière. Mais le détail qui devrait alerter? Ce n'est pas qu'un entrepôt flambant neuf. Nike a fermé 2 de ses centres aux États-Unis et déplacé des centaines d'emplois vers le nord. En catimini. Pas d'adieu, pas de remue-ménage médiatique. Alors, on peut se poser la question. Est-ce encore vraiment la chaussure de l'Amérique si elle est emballée, expédiée et gérée depuis le Canada? Et ce qui suit risque de vraiment vous surprendre. Vous êtes prêts? Parce que le numéro 8, vous ne l'avez pas vu venir. Numéro 8, General Motors. Comment déplacer un géant de l'automobile américaine hors du pays, sans que personne ne s'en rende compte? Facile, on le fait par étapes, méthodiquement, sans bruit. Et c'est exactement ce que fait General Motors. Tout a commencé par de simples rumeurs. Une extension de son site à Oshawa, en Ontario. Puis, plus discrètement encore, des équipes d'ingénierie et de développement logiciel ont commencé à migrer de Détroit vers le Canada. Pas de grande annonce, juste quelques offres d'emploi ciblées pour des ingénieurs canadiens. Mais attention, ce n'est pas qu'une expansion. C'est une réorientation complète. Pourquoi une entreprise née à Détroit, qui incarne la puissance industrielle américaine, délocaliserait-elle son savoir-faire technologique? La réponse tient en 2 mots. Crédit d'impôt. Le Canada offre des avantages fiscaux très généreux pour la recherche et le développement, réduisant les coûts d'un bon quart. Et ce n'est pas tout. L'écosystème canadien autour des véhicules électriques explose, avec des accords sur le lithium et des aides gouvernementales en prime. En clair, tout ce que les États-Unis ne proposent pas, le Canada le met sur la table. Et maintenant, imaginez un instant. Les prochaines voitures autonomes, électriques, dopées à l'intelligence artificielle, pourraient ne plus être conçues à Détroit, mais bien au cœur de l'Ontario. Qu'est-ce que ça implique pour Détroit, pour Flint, pour tous ces ouvriers américains qui ont fait de GM ce qu'il est? Ce n'est pas qu'une simple question d'économie. C'est une stratégie de repli. Car avec les grèves, les turbulences politiques et les incertitudes législatives aux États-Unis, GM ne veut plus attendre que la tempête passe. Il déplace ses pions vers une terre plus stable. Tranquillement. Efficacement. À la vue de tous, mais sans un bruit. Et là où ça devient inquiétant, c'est que si le pilier historique de l'industrie automobile américaine commence à bouger, qui sera le prochain à suivre? Ford? Tesla? Votre concessionnaire du coin? Ne relâchez pas votre attention, car ce qui suit pourrait bien faire passer GM pour un simple échauffement.
Numéro 7. Amazon. Et si le géant du commerce mondial était déjà en train de délocaliser des fonctions vitales hors des États-Unis, sans que personne ne s'en rende compte? Vos colis arrivent toujours à temps grâce à votre abonnement Prime, alors tout semble normal. Mais en réalité, quelque chose de beaucoup plus important se joue en coulisses. Amazon vient tout juste de transférer son centre logistique pour la chaîne du froid dédié aux vaccins à Calgary, en Alberta. Pas à Seattle. Pas à Houston. À Calgary. Et on ne parle pas ici d'un simple entrepôt secondaire. C'est le centre névralgique de tout le transport médical à température contrôlée pour l'Amérique du Nord. Et tout ça s'est fait dans le plus grand silence. Pas de communiqué, pas de flash info. Pourquoi déplacer une infrastructure aussi stratégique au Canada? 3 raisons: argent, énergie et politique. L'Alberta propose des tarifs énergétiques environ 30% moins élevés que ceux de l'État de Washington. Ajoutez à cela 50 millions de dollars canadiens d'incitation fiscale, et Amazon se retrouve avec un petit paradis logistique capable de faire chuter ses coûts d'exploitation de plusieurs dizaines de pourcents. Mais au-delà de la rentabilité, il y a autre chose. Pensez à ce qui pourrait arriver lors de la prochaine pandémie. À la pression croissante sur les entreprises concernant la gestion des fournitures médicales. Aux régulations américaines qui deviennent de plus en plus complexes. En installant cette base au Canada, Amazon se protège. Il construit une solution de repli, un système indépendant que ni les politiques ni les régulateurs américains ne peuvent aisément contrôler. Et posez-vous cette question: si Amazon choisit le Canada plutôt que son propre pays pour un service aussi sensible que la distribution de vaccins, qu'est-ce qui empêche d'autres fonctions de suivre? Les entrepôts de livraison? L'IA? Les tests de drones? Ce n'est pas une expérimentation. C'est un déplacement. Lent, silencieux, mais bien réel. Et si Amazon commence à franchir la frontière, il y a fort à parier que d'autres géants vont suivre. Avant de passer au numéro 6, n'oubliez pas de j'aimer, partager et vous abonner. C'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à creuser encore plus profondément. Et croyez-nous, ce que Coca-Cola fait juste après va vous laisser bouche bée. Vous pensiez que le soda, c'était simple? Détrompez-vous. Numéro 6, Oracle. Pourquoi une des plus grandes entreprises technologiques américaines a-t-elle décidé de miser sur son avenir? Non pas en Californie, mais à Ottawa, au Canada. Pas d'annonce officielle, pas de communiqué à Wall Street. Pourtant, en coulisses, Oracle vient de transférer près de 1000 emplois liés au support cloud du Texas vers le sol canadien. Pas une délocalisation vers l'Asie ou l'Europe. Non, simplement une relocalisation stratégique vers le nord. Et ce changement s'explique facilement. Les États-Unis multiplient les nouvelles régulations numériques, expérimentent des taxes sur les services en ligne et rendent l'environnement fiscal de plus en plus instable. Le Canada, lui, offre un cadre clair, stable et fiscalement avantageux. Résultat, Oracle économise des millions, tout en restant proche de ses clients américains. Et ce n'est pas tout. Désormais, les demandes de support technique des grandes banques américaines, des hôpitaux ou même de certains services publics pourraient être traitées depuis des serveurs ou des agents situés au Canada. Oracle continue à servir les États-Unis, mais de l'extérieur. Ce choix lui permet aussi d'éviter les aléas du marché du travail américain. À Ottawa, l'entreprise peut compter sur une main-d'œuvre tech jeune, bilingue, formée aux standards de sécurité numérique et surtout plus facile à fidéliser. Alors on peut se poser une question simple. Si une entreprise aussi profondément ancrée dans les infrastructures américaines décide que c'est plus intelligent de fonctionner depuis un autre pays, est-ce un simple cas isolé ou le début d'un vrai tournant? Restez avec nous, car le numéro 5 va encore plus loin. Et il s'agit d'un nom qu'on n'aurait jamais imaginé voir dire adieu aux États-Unis. Numéro 5. Cisco. Comment tester les technologies du futur, celles qui feront fonctionner Internet demain, sans que personne ne se rende compte que cela ne se passe plus aux États-Unis? Cisco, le mastodonte mondial derrière les routeurs, les commutateurs et les équipements qui font tourner le web, vient de déplacer un de ses centres les plus stratégiques à Winnipeg, au Manitoba. Oui, Winnipeg. Fini la Silicon Valley, plus de laboratoires à San José. Le tout a été transféré discrètement, sans conférence de presse, sans tambour ni trompette. Pourquoi cet endroit et pourquoi maintenant? La réponse est limpide. Cisco réduit ses coûts de 25% rien qu'en quittant la Californie. Ajoutez à cela une subvention de 20 millions de dollars canadiens dédiée à la recherche et à l'innovation, et ce déménagement commence à ressembler à un coup de génie stratégique. Mais ce choix soulève une question bien plus dérangeante. Que signifie-t-il quand une entreprise qui conçoit l'ossature même des communications américaines décide qu'il est préférable de développer ses futurs systèmes dans un autre pays? Est-ce uniquement pour économiser? Ou bien Cisco a-t-il capté quelque chose que d'autres n'ont pas encore vu? Des prix de l'énergie qui s'envolent, des grèves, une réglementation incertaine, et le besoin urgent de se sécuriser ailleurs.
Et le plus troublant dans tout ça, c'est que les équipements qui alimentent nos écoles, nos hôpitaux, voire même nos agences de sécurité nationale, sont désormais testés et validés dans un tout autre cadre légal. Si la base technologique de l'Internet américain est désormais développée au Canada, qui tient vraiment les rênes quand la situation se complique? Ce n'est pas du catastrophisme, c'est un signal d'alarme. Cisco ne déplace pas que du matériel et des ingénieurs. Il déplace la confiance. Et une fois que cette confiance a traversé la frontière, elle revient rarement. Numéro 4. Pfizer. Que fait une des plus grandes firmes pharmaceutiques de la planète quand elle commence à perdre confiance dans le système de son propre pays? Pfizer, l'entreprise qui a distribué des millions de doses de vaccins contre la Covid-19, est en train de redessiner ses lignes de production. Mais attention, ce n'est pas dans le Michigan que ça se passe, c'est à Mississauga, en Ontario. Oui, discrètement, Pfizer a déplacé une part essentielle de sa chaîne de fabrication des vaccins ARN messagers au Canada. Pas de cérémonie d'inauguration, pas de communiqué tonitruant. Juste un nouveau site de biofabrication ultramoderne, capable de produire jusqu'à 100 millions de doses par mois, qui tourne déjà à plein régime sur le sol canadien. Mais pourquoi ce transfert? D'abord parce que le Canada, via Santé Canada, propose des procédures d'approbation beaucoup plus fluides et prévisibles que le casse-tête bureaucratique américain devenu de plus en plus politique. Ensuite, parce qu'Ottawa a débloqué des subventions massives depuis la pandémie, certains parlent de plusieurs centaines de millions de dollars canadiens. Mais ce déplacement n'est pas seulement une question de rapidité ou d'aide financière. Pfizer cherche à se protéger, contre d'éventuelles interdictions d'exportation, contre les ruptures d'approvisionnement et contre les secousses politiques. Souvenez-vous, pendant la crise, les pays se battaient pour les doses, certains bloquaient carrément les livraisons. Pfizer s'en souvient, et cette fois, ils construisent une solution alternative, bien à l'abri au nord de la frontière. Et voilà le point clé, ce changement ne concerne pas seulement le Canada. Il s'agit aussi de contrôle. Une fois les vaccins fabriqués, emballés et expédiés depuis le sol canadien, ce n'est plus Washington, ni la FDA, ni même les citoyens américains qui dictent les règles, mais bien Pfizer. En agissant vite, le géant pharmaceutique a renforcé sa position. Il ne fuit pas les États-Unis, il diversifie ses points d'ancrage. Et si même votre principal fournisseur de médicaments commence à ne plus vouloir tout miser sur l'Amérique, combien de temps avant que d'autres en fassent autant? Ce n'est pas juste une relocalisation. C'est un vrai changement de pouvoir dans l'industrie pharmaceutique. Et tout ça pendant que les débats publics se perdent dans des querelles sur le prix des pilules. Numéro 3. JP Morgan Chase. Quand la plus grande banque américaine commence à transférer ses cerveaux à l'étranger, il faut se poser des questions. Et là, on ne parle pas d'un petit bureau ou d'une équipe expérimentale d'analystes. Non. JP Morgan Chase a entièrement déplacé son pôle d'analytique pour les entreprises de taille intermédiaire de New York à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le tout, sans un mot dans les médias, sans le moindre bruit. Pourquoi un tel mouvement? Quand une institution comme JP Morgan agit, c'est toujours calculé. Et ce qu'elle a vu au Canada, c'est une combinaison gagnante. Un impôt sur les sociétés plus bas, une immigration simplifiée pour les talents, et un environnement réglementaire beaucoup moins pesant. En clair, c'est moins cher, plus rapide et plus fluide pour gérer leur modélisation financière depuis le Nord. Et Vancouver n'est plus seulement une ville agréable. C'est désormais un hub en pleine explosion dans la tech financière. Grâce à des programmes de visa plus souples, la ville attire les meilleurs ingénieurs, data scientists et analystes économiques, mais avec des salaires bien moindres que ceux de Wall Street. En plus, avec les fuseaux horaires alignés et les marchés américains et canadiens de plus en plus interconnectés, ce changement passe presque inaperçu. Mais réfléchissez, si l'intelligence analytique de JP Morgan, celle qui autorise ou bloque les prêts, évalue les risques et prédit les mouvements de crédit, est désormais basée au Canada, est-ce que les États-Unis contrôlent encore vraiment leur système bancaire? Et si JP Morgan a pu faire tout ça sans que personne ne réagisse, combien de temps avant que Goldman Sachs, Morgan Stanley, ou même la Fed, suivent le mouvement? Car si les signaux financiers clés commencent à venir de Vancouver, ce n'est plus juste une question d'impôt. C'est la carte financière du continent qui est en train de se redessiner. Avant de découvrir le géant qui prépare le coup le plus spectaculaire de tous, pensez à vous abonner. Votre soutien nous permet d'aller encore plus loin. Et croyez-nous, ce que prépare Intel au Canada va vous laisser sans voix. Numéro 2. Intel. Si on vous demandait où l'avenir de la microtechnologie allait se construire, vous penseriez peut-être à la Californie, à l'Arizona, mais certainement pas à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et pourtant, c'est bien là qu'Intel vient d'investir 300 millions de dollars américains dans une nouvelle usine de test et d'emballage de semi-conducteurs. Aucune campagne de pub, aucun discours officiel. Juste des terrains achetés discrètement, des permis accordés en vitesse, et un chantier déjà lancé. Pourquoi Halifax?
Parce que le Canada a tout simplement proposé un deal que les États-Unis n'ont pas su égaler. 100 millions de dollars canadiens de soutien provincial, des allègements fiscaux massifs pour la recherche en semi-conducteurs et un accès direct à un port atlantique, bien loin des embouteillages logistiques américains. Mais attention, ce n'est pas juste une usine de plus. C'est un virage stratégique. Ce site va gérer les phases finales de prototypage des processeurs de nouvelle génération, ceux qui alimentent aussi bien les systèmes d'intelligence artificielle que les infrastructures de défense. Autrement dit, des technologies ultra-sensibles, qui seront désormais développées sous juridiction canadienne. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Dans le secteur des semi-conducteurs, la rapidité et la discrétion sont essentielles. En s'installant au Canada, Intel ne gagne pas juste de la place. Il s'achète une forme de protection. Car entre la stabilité politique canadienne et ses liens commerciaux plus sereins avec l'Asie et l'Europe, l'environnement est tout simplement plus favorable. Alors, posez-vous la question. Si le numéro 1 américain des puces électroniques commence à faire davantage confiance au Canada qu'à son propre territoire, c'est plus qu'un signal. C'est un avertissement rouge clignotant sur la place technologique des États-Unis. Numéro 1, Visa. Et si la carte bancaire dans votre portefeuille, ce symbole de la puissance économique américaine, ne fonctionnait plus vraiment depuis le sol américain? Visa, le géant mondial des paiements qui traite plus de 200 milliards de transactions chaque année, vient de transférer l'un de ses pôles les plus critiques au Canada. Pas de communiqué. Pas de live stream. Rien. Juste l'ouverture, dans un silence total, d'un centre mondial de détection de fraude à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et ce n'est pas un simple bureau d'appoint. C'est le cerveau algorithmique qui surveille la sécurité de vos paiements. Des centaines d'ingénieurs, spécialistes du machine learning et analystes de données sont désormais chargés de repérer les fraudes depuis le sol canadien. Plus depuis la Californie. Ni de New York. Non, depuis Halifax. Alors, pourquoi Visa a-t-il franchi le pas? Parce que les coûts californiens sont devenus intenables, les réglementations trop lourdes. À l'inverse, le Canada propose des aides généreuses à la tech, un impôt sur les sociétés plus faibles, et des espaces de tests réglementaires qui permettent à Visa d'expérimenter ses outils de cybersécurité en conditions réelles, sans se noyer dans la paperasse. Mais cette décision va bien au-delà des chiffres. Chaque fois que vous payez avec votre carte, des algorithmes analysent en temps réel le moindre risque. Et aujourd'hui, ce code ultra-sensible est écrit, testé et déployé sous un autre cadre juridique. Que se passera-t-il le jour où les lois canadiennes sur la vie privée entreront en conflit avec les exigences de surveillance américaines? Et que deviendra votre sécurité bancaire si les réponses aux menaces ne viennent plus du sol américain? Ce n'est pas un centre de secours, ni un projet pilote. C'est le cœur mondial de la cybersécurité de Visa, relocalisé sans un bruit. Pendant que les médias s'obsèdent sur TikTok ou les crypto-monnaies, les véritables gardiens de vos comptes bancaires bâtissent leur empire ailleurs. Voilà où nous en sommes. Les plus grandes entreprises américaines quittent discrètement le navire, pendant que le Canada leur ouvre les bras à grands coups de milliards. Ce ne sont pas des spéculations. Ce sont des décisions à plusieurs zéros, avec des conséquences réelles. Et si cette tendance continue, la carte économique de l'Amérique pourrait être méconnaissable d'ici quelques années.